Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous de Lyon Décideur. Philippe Griot dans la tourmente. Après son entretien choc dans Acteurs de l'économie, le président de la CCI de Lyon est menacé de destitution par le MEDEF et la CGPME. Il s'explique aujourd'hui dans Lyon Décideur. À retenir aussi dans l'actualité, la pose de la première pierre du Grand Stade, 10 millions d'euros apportés par le Fonds unique interministériel à des projets rhône-alpins, coup de projecteur sur les premières assises nationales du vaccin. Pose officielle de la première pierre du Grand Stade ce mardi à Dessines, en présence de tout le gratin politique, économique et footballistique lyonnais autour de Jean-Michel Aulas. Un projet à 600 millions d'euros, dont 400 apportés par le privé et 200 par les collectivités locales et l'État, comme l'a précisé Gérard Collomb, façon habile de rappeler que le financement de ce projet n'est pas à 100% privé. Le constructeur Vinci va devoir mettre les bouchées doubles pour livrer le stade dans les temps, à savoir fin janvier 2016, tout juste quelques mois avant l'Euro 2016. Sur place, Guillaume Bertoin et Nicolas Piola pour TLM. Jean-Michel Aulas peut avoir le sourire. La première pierre du Grand Stade, de son Grand Stade, diront certains, a enfin été posée ce matin, 7 ans après le choix de ce site à Dessines. À ses côtés, Gérard Collomb, évidemment, principal défenseur du projet. Ce grand stade là, qui est en train de prendre forme aujourd'hui, c'est 7 ans de combat, 71 procédures contre le stade. Et puis demain, ça sera un stade qui fera rayonner Lyon dans le monde entier. Prévu pour l'Euro 2016, il reste désormais 30 mois d'un chantier jugé hors norme, piloté par Vinci Construction. 405 millions d'euros d'investissement pour un grand stade où l'on ne nous promet pas que des matchs de foot. Sont d'ores et déjà annoncés des hôtels, des restaurants, un musée du sport et diverses activités de loisirs. Il s'agit d'un stade construit avec des principes nouveaux pour la France, qui vont permettre en fait à ce parc olympique lyonnais d'être ouvert 365 jours par an et donc de faire en sorte non seulement d'organiser de grands événements, mais de faire en sorte que les gens qui veulent venir tout au long de l'année puissent le faire. Même Michel Forissier, maire de Mézieux et opposant de la première heure, était de la partie ce matin. De toute façon, à quoi voulez-vous que je m'oppose aujourd'hui ? Moi, mon principal souci, c'est de faire fonctionner cet équipement avec le minimum de gêne et de nuisances pour les populations qui sont autour. Durant sa phase de construction, le Grand Stade devrait générer environ 2000 emplois. Bonne pioche pour plusieurs pôles de compétitivité de la région, Tecterra, Accélera et Tenerdis, qui vont recevoir près de 10 millions d'euros du Fonds unique interministériel. Au total, 11 projets labellisés vont être accompagnés par l'État. Outre ces 10 millions, les collectivités territoriales, régions et Grand Lyon apportent 5 millions d'euros, confortant le territoire rhône-alpin comme terre d'innovation. C'était la semaine dernière. Les premières assises nationales du vaccin se sont tenues à Lyon, berceau et capitale incontestée du vaccin en France et bien au-delà. Rappelons pour mémoire que 70% des emplois du secteur sont situés en terre lyonnaise. Un secteur qui a le vent en poupe avec une croissance de 6% des effectifs entre 2005 et 2012. Et surtout, un secteur qui investit massivement, près de 1 milliard d'euros ces dernières années dans le Grand Lyon, avec un leader mondial incontesté, Sanofi, dans la santé tant humaine qu'animale, lequel a récemment réimplanté 2 sièges mondiaux, ceux de Sanofi Pasteur et de Merial à Lyon, pour le plus grand bonheur d'Alain Mérieux, qui en a remercié chaleureusement Christopher Wiebacher, le directeur général de Sanofi, que nous avons rencontré à l'occasion de ces assises. Bon, nous avons plus d'un siècle d'histoire à Lyon. On a commencé avec Ron Paulin, qui maintenant il y a des 2 sièges clairement de Sanofi Pasteur à Merial. Il y a une présence de Genzyme avec une usine, mais nous avons également créé une plateforme de fonction support avec 1600 personnes. Et nous avons l'intention de créer un centre d'excellence dans la recherche contre les maladies infectieuses. Donc vous voyez, avec 7000 personnes, l'engagement par rapport à Lyon est très fort. On a vu en fait un investissement, surtout ici à Lyon. Nous avons investi nous-mêmes plus d'1 milliard d'euros dans les derniers 5 ans. Là, nous sommes en train de construire une nouvelle usine à Neuville-sur-Saône pour fabriquer un vaccin contre la dengue, une maladie qui menace la moitié de la population mondiale. Et donc, je pense que économiquement, on crée des emplois, mais on fait une contribution aux exports et donc le bilan commercial de la France, mais surtout, on fait une grande contribution à la santé mondiale. Et donc, j'espère qu'on va avoir plus de reconnaissance sur l'importance et surtout l'obligation pour chacun d'être protégé et vacciné. L'hôtellerie lyonnaise en forme en septembre, plus 3,2% en moyenne pour l'activité, avec un gain de 3,4% pour les tarifs.
Un rendez-vous à noter, la 11e édition de la semaine régionale de la création, reprise, transmission d'entreprise du 18 au 22 novembre, organisée par la CCIR et les 11 chambres de commerce et d'industrie territoriales, avec pas moins de 150 événements dans les territoires. Un événement qui intervient alors que la création d'entreprise est en berne, moins 3% à fin septembre dans la région, en raison principalement de la chute des créations chez les auto-entrepreneurs, moins 12%. On retrouve à présent notre invité, Philippe Griot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et votre long entretien à Acteurs de l'économie, paru mercredi dernier, a mis le feu aux poudres patronales, on peut le dire. Vous avez critiqué la réforme des chambres de commerce et d'industrie, notamment la place de la Chambre de commerce et d'industrie de région, parlé de gabegie, critiqué au passage des décisions que vous-même, vous avez votées. Quelle mouche vous a donc piqué? Alors Jean-Pierre, d'abord, merci de me recevoir dans cette tourmente effectivement provoquée par un article dont je revendique bien entendu la quasi-totalité du texte, mais certainement pas le titre. Je n'ai jamais dit que je souhaitais la disparition. Oui, parce que le texte, vous l'avez validé. Je l'ai validé, mais le titre, non. Ce n'est pas mon fait et je n'ai jamais validé le fait de dire, et en plus je n'y crois pas, au fait de dire que la Chambre régionale doit disparaître. Bien évidemment, chaque territoire a sa place. Quand on vous demande s'il y en a une des deux qui doit disparaître, vous dites... Ah, la question qu'on me pose très clairement, dans la réforme, s'il devait y avoir une chambre qui disparaisse, ça devrait être celle de Lyon. Je suis président de la Chambre territoriale de Lyon. J'estime que le travail que nous faisons est un bon travail, demandé par les ressortissants. Et à choisir entre la Chambre de Lyon et la Chambre régionale, effectivement, j'ai choisi la mienne, ce qui est logique par rapport à mes responsabilités, mes fonctions. Mais ça ne veut absolument pas dire, et je suis légaliste, la réforme a effectivement mis en avant la région. Je pense que par contre, nous devons répondre aux attentes de nos concitoyens et de nos entrepreneurs. Aujourd'hui, la révolte fiscale gronde et les entreprises en ont assez, finalement, de payer systématiquement des impôts et des taxes supplémentaires. Nous avons une impérieuse nécessité, dans le cadre de la réforme budgétaire du monde consulaire, puisque je vous annonce quand même que 30% de nos budgets vont être reniés l'année prochaine, et c'est quelque chose qui va se répéter les années suivantes, nous avons une impérieuse nécessité de réfléchir ensemble et de travailler sur une meilleure organisation, répartition des fonctions et mutualisation. Mais quand il y a eu ces 260 millions d'euros qui sont arrivés, que vous avez évoqués, vous n'avez pas voté contre, par exemple? Non, mais on n'avait pas à voter. Oui. Nous n'avions pas à voter. Ce que j'ai dit simplement... Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que vous avez voté toutes les décisions de la Chambre de commerce et d'industrie de région. Dans notre organisation, nous avons 11 chambres territoriales par rapport à une régionale. Le bureau se réunit tout de suite avant l'Assemblée générale. Les décisions sont prises, et pas forcément à la majorité dans le bureau, mais une fois qu'une décision du bureau est prise à la majorité, l'ensemble des présidents représentant effectivement la régionale donnent des instructions pour que les choses soient votées in extenso en Assemblée générale. Alors, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire en ce moment, en période de crise, grave difficulté, que de relancer un tel débat sur régionalisation, métropolisation? Non, je ne pense pas. Si vous voulez, moi je tiens énormément à l'organisation consulaire. Et si l'on ne fait pas l'effort de faire des propositions, de réformer notre système et de trouver des solutions pour effectivement nous mettre en adéquation avec la réduction budgétaire, nous allons disparaître. Est-ce ce que les entreprises souhaitent? Non, bien sûr que non. Le monde consulaire, et celui de Lyon en particulier, est unanime pour reconnaître que la Chambre territoriale de Lyon a fait du bon travail avec ses équipes, ses élus, son bureau. Et demain matin, si la Chambre de commerce de Lyon n'existe plus ou si le réseau consulaire n'existe plus, qui va faire le travail qui est le nôtre, les missions régaliennes que nous réalisons en échange d'une contribution fiscale de la part des entreprises? Quand vous employez le mot gabegie, par exemple, est-ce que vous l'aviez dénoncé en interne? Est-ce que vous l'aviez dit en interne? Bien sûr, on l'a dénoncé en interne, bien entendu. Je pense que finalement, on a constitué une réforme à laquelle je n'ai pas participé en 2009, sur laquelle on donne effectivement certaines prérogatives aux régions. On nous demande à l'heure actuelle d'augmenter les effectifs de la région, de toutes les régions. Je n'ai pas de focalisation particulière contre ma propre région. Et je vous rappellerai quand même que vous n'avez rien contre Jean-Paul Maudieu, pour qui vous aviez voté d'ailleurs. J'ai voté pour lui, et vous me l'aviez effectivement fait dire dans une émission. Alors qu'il y avait un candidat à la CGPME. Et que je suis celui qui a réconcilié le MEDEF et la CGPME. Et aujourd'hui, je les ai contre moi. C'est quand même assez fantastique. Alors maintenant, justement, après le communiqué qu'on a vu, MEDEF, CGPME, qui est très, très clair contre vous, est-ce qu'il est encore temps de recoller le morceau? Bien entendu. Ou est-ce que c'est trop tard? Bien sûr que non, il n'est jamais trop tard pour recoller les morceaux. Il est clair que l'organisation telle qu'elle a été mise en place est une organisation qui fonctionne bien. Je rappellerai, que j'ai réconcilié MEDEF et CGPME, que je donnais au MEDEF largement de place dans mon bureau et dans ma gouvernance pour que tout le monde soit satisfait. 2, que j'ai créé ce que j'appelle le G4, représentants des élus du MEDEF, représentants des élus de la CGPME, le président de la Chambre et son directeur général, qui se réunissent toutes les semaines pour prendre toutes les décisions à l'unanimité. Que j'ai créé, peut-être astucieusement, un G8, c'est-à-dire les mêmes, plus le président du MEDEF et son directeur général,
plus le président de la CGPME, son directeur général, à qui nous soumettons tous les dossiers importants et les décisions sont prises à la majorité. Comment expliquez-vous que depuis 3 ans... Et là, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ce G4, ce G8, ils ont découvert vos déclarations comme ça Comment expliquez-vous, Jean-Pierre, du jour au lendemain, que depuis 3 ans, toutes les décisions aient été prises à l'unanimité à la Chambre, en Assemblée générale, que toutes les décisions aient été cautionnées par le G4 et par le G8 systématiquement, donc le MEDEF et la CGPME, et qu'aujourd'hui, à la suite d'un article, on voudrait limoger ou faire démissionner le président de la Chambre de commerce de Lyon, qui est la deuxième plus importante de France. Ça ne tient pas. Ça veut dire que c'est un prétexte et qu'il y a d'autres choses derrière que je ne connais pas, mais que je vais essayer d'élucider. Alors, critiquer le MEDEF et la CGPME, de qui vous détenez votre mandat quand même, enfin tout au moins pour la CGPME, comme vous l'avez fait en disant en gros ils représentent 8% des adhérents alors que moi je représente 75 000 entreprises. Est-ce que c'était très judicieux? Non, peut-être pas judicieux, mais c'est la vérité. À partir du moment où nous Qui vous a fait roi? Mais personne ne m'a fait roi. Je me suis expliqué avec François Turcat du jour où j'ai été élu. Je suis un homme libre, je suis élu, je suis président pour 75 000 entreprises. Bien entendu que je travaille, je respecte les décisions. J'ai toujours respecté ce qu'a dit François Turcat pour la CGPME et Bernard Fontanel pour le MEDEF. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Pourquoi est-ce que tout s'est bien passé jusqu'au mois d'octobre 2013? 3 ans de cohabitation sympathique et de décision collégiale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est encore temps de prendre les choses réellement. Est-ce que votre démission forcée, votre destitution, aujourd'hui, est inéluctable? Mais je ne sais pas si elle l'est, je ne crois pas. Je ne crois pas pour la raison suivante. On me fait pression pour que je démissionne. On menace effectivement de faire en sorte que l'Assemblée générale de la Chambre de commerce ne puisse plus exercer ses fonctions, que des consignes seraient données pour ne plus assister aux assemblées générales, que des consignes seraient données pour ne plus voter les décisions importantes, type budget notamment, et donc paralyser l'institution et faire en sorte que, constatant cela, je sois obligé de démissionner si j'avais l'outrecuidance de rester encore dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Est-ce que vous pensez que dans les discussions que nous avons avec le Grand Lyon à l'heure actuelle, où l'alchimie était parfaitement réalisée entre notre monde consulaire et le monde des collectivités locales, est-ce que vous pensez que la tutelle, au travers du préfet, vont accepter un tel désastre alors que de l'opinion générale, tout le monde est persuadé que la Chambre fonctionne bien. Il y a Gérard Collomb, Philippe Grieux d'un côté, Jean-Jacques Ayrault. C'est pas moi qui le dis, je n'ai jamais dit que j'étais avec Gérard Collomb. J'ai toujours dit, regardez, même au printemps des entrepreneurs du MEDEF, lorsqu'on nous pose la question sur cette tribune où nous sommes tous, et on essaie de nous faire dire... C'était moi qui vous la posais. Bien sûr, et on essaie de nous faire dire qu'il y a effectivement clivage entre un bloc métropolitain, Collomb-Griot, et un bloc régionaliste, Kéran-Mauduit, je dis, et on peut reprendre les archives, qu'il n'y a absolument aucune raison d'opposer les deux. Chacune de ces organisations a sa place, chacune a son positionnement, chacun doit travailler. Ce que nous disons simplement, et ce que je dis simplement, c'est qu'il faut travailler, 1, en bonne intelligence, 2, en mutualisant les compétences, 3, dans des économies de coûts, car tout ce que je dis à l'heure actuelle dans la presse... Et je reste droit dans mes bottes, mais je tends la main effectivement au MEDEF et à la CGPME pour pouvoir en discuter. Très bien. Merci beaucoup Philippe Grieux d'être venu vous expliquer dans Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir.